Dans le monde du luxe, il y a des marques, et puis, il y a un empire. Un seul. Un empire bâti sur le désir, qui rassemble les noms les plus prestigieux au monde. Et à sa tête, un seul homme, un architecte visionnaire, Bernard Arnault. 75. Voilà un chiffre à retenir. C'est le nombre de maisons d'exception, chacune avec son histoire, son savoir-faire unique, qui composent aujourd'hui ce seul et même empire. Et ce chiffre, c'est celui qui donne le vertige. C'est la valeur de la fortune de l'homme derrière tout ça. Une fortune qui en fait l'homme le plus riche de France et très souvent du monde. Son nom, Bernard Arnault. Alors, la question qui brûle les lèvres est simple. Comment ? Comment un seul homme a-t-il pu construire un tel colosse ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Une histoire faite d'ambition, de stratégie et d'une bonne dose de génie. Plongeons dans le récit de la création de LVMH. Pour commencer, il faut vraiment saisir l'ampleur du groupe LVMH aujourd'hui. On ne parle pas juste d'une entreprise, c'est un véritable écosystème qui définit notre rapport au luxe. De la mode au champagne, en passant par la joaillerie et les parfums. Ce graphique, il est très parlant. On voit bien que la mode et la maroquinerie, c'est le cœur du réacteur, avec près de la moitié des revenus qui approchent les 85 milliards d'euros. Mais le vrai coup de génie stratégique, il est ailleurs. Il est dans la diversification. Pensez-y. Que l'économie aille bien ou mal, il y aura toujours une occasion de célébrer avec une coupe de Moët et Chandon ou d'acheter un parfum chez Sephora. C'est cette structure qui permet au groupe d'être incroyablement résilient. Mais attention, cet empire n'est pas tombé du ciel, loin de là. Tout a commencé par une seule opération, un coup de maître aussi audacieux que visionnaire. Retournons aux origines de cette construction. En 1984, Bernard Arnault n'a rien d'un homme de mode. Son monde, c'est celui de l'immobilier, du BTP familial. Un monde de calcul, de rigueur, des compétences qu'il va bientôt appliquer à un univers bien plus immatériel, celui du rêve. 15 millions de dollars, c'est la mise de départ. Une somme puisée dans l'entreprise familiale pour un pari que beaucoup, à l'époque, jugeaient complètement fou. Le groupe Boussac était un géant industriel à l'agonie. Mais à l'intérieur de cette coquille vide se cachait un trésor endormi, la maison Christian Dior. Là où tout le monde voyait des dettes et des usines à fermer, Arnault, lui, a vu un actif d'une valeur inestimable, un nom, le nom Dior. Il a compris, avant tous les autres, que le prestige était une matière première bien plus précieuse que n'importe quel tissu. C'était la première pierre de son futur empire. Avec Dior dans sa poche, Bernard Arnault ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Son regard se porte déjà sur une proie bien plus grosse. Une entité toute neuve, née d'une fusion, mais déjà traversée par des conflits, le groupe LVMH. Imaginez la scène. 1987. Le maroquinier Louis Vuitton et le géant des spiritueux Moët Hennessy fusionnent. Sur le papier, c'est le mariage parfait. Mais en coulisses, les deux dirigeants, Henri Racamier et Alain Chevalier, se détestent. Leurs égos et leurs visions opposées créent une faille béante. Une faille dans laquelle Bernard Arnault va s'engouffrer avec une détermination glaciale. Sa tactique est chirurgicale. C'est un véritable cas d'école de prise de contrôle hostile. D'abord, il s'allie avec le groupe Guinness pour acheter des actions en toute discrétion. Ensuite, le timing parfait, il profite du crash boursier d'octobre 1987 pour ramasser des titres à bas prix. En quelques mois, il devient le premier actionnaire. La suite, c'est une guerre juridique et médiatique sans merci, au terme de laquelle il éjecte les fondateurs. C'est cette manœuvre, aussi brillante qu'impitoyable, qui lui vaudra son célèbre surnom, le loup en Cachemire. Une fois les rênes du pouvoir solidement en main, Arnault ne se contente pas de gérer. Il va bâtir en appliquant une philosophie qui va devenir la signature du groupe, et la clé de son succès phénoménal. L'idée centrale est presque un paradoxe. Pour que le groupe soit fort, il faut que chaque maison reste unique et indépendante dans sa création. Un designer chez Louis Vuitton, un maître de chat épaque chez Krug, doit se sentir totalement libre. Le rôle du groupe, c'est de fournir la puissance de feu, l'argent, le réseau de distribution mondiale, la force de négociation. C'est cet équilibre subtil qui fait toute la différence. Et grâce à ce modèle, LVMH est devenu un véritable collectionneur de légendes. De la joaillerie romaine avec Bulgari, à la couture parisienne de Givenchy en passant par les cognacs Hennessy et le champagne Moët et Chandon, d'ailleurs on prononce bien Mouet et Chandon, chaque nom est une étoile qui brille, mais toutes font partie de la même constellation. Et pour s'assurer que tout cela reste sous son contrôle, la structure de propriété est une forteresse. C'est un peu complexe, mais l'idée est simple. C'est un système de poupées russes. La holding de la famille Arnault, Agache, contrôle Christian Dior, qui lui-même est l'actionnaire majoritaire de LVMH. En clair, le pouvoir de décision ultime est verrouillé et il reste dans la famille.
Et cette fin d'icône ne s'arrête jamais. L'acquisition du joaillier américain Tiffany & Co. en 2021 pour une somme record de près de 16 milliards de dollars en est la preuve éclatante. C'est plus qu'une simple transaction, c'est une démonstration de force. Le géant européen du luxe s'offre le plus beau joyau de la couronne américaine. Alors, quelle est la philosophie profonde qui fait tenir cet empire? Et surtout, comment peut-il survivre à son créateur? C'est la question de la pérennité. Pour Bernard Arnault, la vision va bien au-delà des bilans financiers. Il se perçoit comme un gardien du temple, un gardien du savoir-faire et de la culture française, dont la mission est de faire rayonner cet héritage à travers le monde. Et pour l'avenir, le plan est clair. Tout se passera en famille. Ses 5 enfants occupent déjà des postes clés au sein de l'Empire. Delphine, l'aînée, est à la tête de Dior. Antoine gère l'image du groupe. Alexandre est chez Tiffany. Frédéric dirige les montres Tag Heuer. Et le plus jeune, Jean, celle de Louis Vuitton. La succession n'est pas une question, c'est une stratégie, méticuleusement orchestrée. Le défi ultime est donc posé. Un empire de cette taille, bâti par la volonté et l'ambition d'un seul homme, est un exploit. Mais un tel empire peut-il survivre à son créateur? La question fondamentale reste ouverte. Peut-on hériter d'une vision aussi puissamment qu'on hérite d'une fortune?